Sans doute, chaque petite fille rêve de devenir une princesse, belle, riche et célèbre, vivant heureuse pour toujours, comme dans un conte de fées. Christine Johnson ne faisait pas exception. Elle a eu une enfance heureuse et de grandes ambitions. Adolescente puis adulte, elle voulait devenir célèbre. Et c'est ce qui s'est produit, mais pas grâce à ses talents exceptionnels, plutôt à cause de la cruauté remarquable de son meurtrier. Christine Johnson est née en 1981 à Santa Clara, en Californie, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle a déménagé avec ses parents, Teresa et Kirk Johnson, dans une petite ville appelée Saugatuck, située dans le Michigan. C'était un endroit calme, paisible, avec moins de 1000 habitants. Ce petit village était charmant et semblait être le lieu le plus sûr pour construire un avenir heureux. Le taux de criminalité y était extrêmement bas et les habitants ne fermaient même pas leurs portes, confiants dans leur communauté où tout le monde se connaissait. Christine avait un frère aîné, Derek, de quelques années plus âgé. Leur famille était unie et heureuse, jusqu'au jour où les parents décidèrent de se séparer. Malgré cela, ils restèrent en bons termes pour le bien des enfants. Christine et son frère alternaient entre la maison de leur mère et celle de leur père, selon un planning précis. Cette situation força la jeune fille à s'impliquer rapidement dans les tâches domestiques. Dès l'âge de 12 ans, elle aidait sa mère, notamment pour gérer le budget familial. Christine chercha à trouver un emploi afin de devenir autonome et ne plus dépendre de ses parents. Plus tard, son frère s'engagea dans l'armée et choisit d'en faire sa carrière. Pendant ce temps, Christine était au lycée, où elle prit en main sa vie avec maturité. Son intelligence et sa beauté naturelle lui furent d'un grand secours. Elle était joyeuse, pleine de vie et captivante dans ses conversations. Sa silhouette était soignée grâce à un mode de vie actif et sain. Ses proches admiraient sa beauté et l'encourageaient à tenter sa chance à Hollywood. Je m'appelle Marc Lefebvre, vous regardez la chaîne Vérité Sombre. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravi de votre abonnement et like. Bon visionnage. Elle adorait les sports nautiques, comme la voile et le surf, qu'elle pratiquait lorsqu'elle allait rendre visite à sa grand-mère en Californie. Mais à chaque retour dans le Michigan, elle se sentait nostalgique de ses passions et avait besoin d'un temps d'adaptation. Elle s'intéressait aussi au théâtre et faisait partie d'un petit club d'acteurs. En hiver, elle travaillait comme serveuse dans un café local, où elle devint rapidement une employée précieuse grâce à sa gentillesse et son sens du contact, attirant ainsi plus de clients. Petit à petit, l'idée de quitter leur petite ville tranquille germait en elle. Christine pensait mériter mieux qu'une vie provinciale. Elle aspirait à autre chose que de servir des repas dans un café. Elle était convaincue que Saugatuck ne lui offrirait pas de grandes opportunités. En 1999, elle termina le lycée. Enfin, elle avait assez de liberté pour commencer à construire sa vie et tracer son chemin vers la réussite. Après mûre réflexion, elle décida de partir à la découverte d'elle-même. Elle voyagea dans différentes villes, travaillant et essayant divers métiers. Finalement, elle choisit de s'installer en Californie, qu'elle aimait tant. Le climat y était agréable et les opportunités bien plus nombreuses pour exploiter son potentiel. Elle alla d'abord vivre chez sa grand-mère, dans une petite ville balnéaire appelée Santa Maria, qui comptait 100 000 habitants. Malgré la proximité de ses loisirs favoris, Christine se concentra d'abord sur des questions importantes. Elle chercha du travail pour subvenir à ses besoins, ce qui était primordial pour elle. Elle fut embauchée comme administratrice système dans une entreprise locale d'énergie électrique. Ensuite, elle s'occupa de sa formation et décida d'intégrer l'Université de Californie, située à environ 40 minutes de route de la maison de sa grand-mère. Elle acheta une voiture avec ses économies, mais même ainsi, le trajet quotidien était long et fatigant. Alors, elle chercha un emploi plus proche de chez elle. C'est ainsi qu'elle fit ses premiers pas dans son rêve, Hollywood. Elle décrocha un poste à temps partiel dans une équipe de tournage d'un film. Son expérience au théâtre lui permit de s'intégrer facilement dans ce nouvel environnement. Elle fut engagée comme assistante sur le plateau d'un thriller. Là, elle rencontra des personnes évoluant dans le monde du cinéma hollywoodien. Ce fut un moment magique pour cette jeune fille venue d'une petite ville.
Elle côtoyait des acteurs et réalisateurs mondialement connus, ce qui la rendait incroyablement heureuse. Christine avait du mal à croire qu'elle partageait ses instants avec des célébrités. Le monde du cinéma la captivait totalement. Cette expérience la motiva à se rapprocher encore plus de cette industrie. Elle s'inscrivit alors à des cours professionnels de maquillage donnés par des maquilleurs réputés d'Hollywood. Maîtrisant ses nouvelles compétences, elle envisagea de devenir maquilleuse sur les plateaux de tournage. Pour cela, elle prévoyait de partir pour Los Angeles, la ville des rêves. Bien que ce déplacement représentât un risque, sa curiosité l'emporta sur la peur de l'inconnu. Elle déménagea donc à Los Angeles, où se trouvent plusieurs studios de cinéma célèbres. Ce fut une période de tentation pour cette jeune femme séduisante, mais elle sut rester fidèle à ses principes. Elle ne menait pas une vie désordonnée, contrairement à certaines tendances dans son entourage. Elle évitait les fêtes et les soirées, préférant la discrétion. Christine avait un petit ami, rencontré quelques années plus tôt, avec qui elle continuait à entretenir une relation malgré la distance. Plus tard, il la rejoignit et ils décidèrent de louer ensemble un appartement à Los Angeles. En 2002, n'ayant pas encore de stabilité financière, cette solution leur convenait à tous les deux. Ce fut une aventure difficile, mais Christine ne se laissa pas abattre et chercha un emploi stable. Cependant, ce fut compliqué. Elle ne trouvait que des petits boulots, sans emploi sérieux. Son compagnon assurait la majeure partie des revenus du foyer. Pendant ce temps, leur relation se dégradait. Christine confia à sa mère que leurs disputes verbales devenaient de plus en plus fréquentes et se terminaient parfois par des gestes regrettables. Elle se retrouvait piégée dans une relation toxique, renforcée par des contraintes financières. Sa mère commença à chercher un nouveau logement pour elle, afin qu'elle puisse quitter cette situation. Christine s'enfuit de chez son petit ami et s'installa dans un petit appartement. Elle poursuivit ses études à distance. Son père lui apportait un soutien financier important, espérant qu'elle trouverait enfin sa voie et sa place dans la vie. En novembre 2002, Christine obtint enfin un emploi dans une entreprise de téléphonie mobile. Mais ce travail était loin de ses idéaux. Ni le secteur, ni le salaire ne correspondaient à ses attentes. De plus, elle ne parvenait pas à trouver un logement proche de son travail. Sa mère trouva une maison confortable dans une ville voisine de Los Angeles, Santa Monica, qu'elle devait partager avec 2 autres jeunes femmes. Cette maison se trouvait près de la plage, dans un quartier résidentiel animé, un endroit parfait pour se remettre sur pied. Christine y emménagea et, à cette période, elle changea d'université pour celle de Santa Monica. Ses rêves hollywoodiens ne se réalisaient pas, sa carrière ne décollait pas et sa relation amoureuse s'effondrait. Elle recommençait sa vie à zéro, mais ne perdait pas espoir et continuait à avancer vers son avenir. Le 15 février 2003, Christina avait prévu d'aller à une soirée. La jeune femme, pleine d'espoir, s'était d'abord rendue au centre commercial. Elle avait longuement parlé au téléphone avec sa mère, discutant de ses projets d'avenir. Ce fut leur dernier échange. Le lendemain, dimanche 16 février, sa mère tenta de joindre sa fille pour qu'elle lui raconte sa journée. Mais Christina ne répondit pas. Inquiète, la femme essaya de rappeler, mais le téléphone restait injoignable. Au début, elle ne s'alarma pas trop, pensant que sa fille pouvait être occupée ou au travail. Cependant, le jour suivant, Christina ne donna toujours aucun signe de vie. Vers 9h du matin, sa mère appela son lieu de travail. Habituellement, Christina répondait toujours au téléphone, mais cette fois, seul un répondeur se fit entendre. La mère contacta alors le responsable de son travail, qui lui expliqua que Christina n'était pas venue ce jour-là, ce qui était très inhabituel, car elle était une employée fiable, sans retard ni absence depuis 3 mois. Les collègues étaient aussi incapables de la joindre. Selon un de ses amis au travail, Christina avait prévu d'aller à une fête le 15 février. Sa mère visita alors le profil de sa fille sur les réseaux sociaux, mais ne trouva aucune information utile concernant cette soirée. Christina n'y avait publié aucune photo, alors qu'elle documentait habituellement chaque moment de sa vie. Elle vérifia aussi les opérations bancaires, mais aucune transaction n'avait été effectuée depuis qu'elle avait cessé de répondre. La mère appela tous les hôpitaux, sans succès.
Le 17 février, elle décida de signaler la disparition de sa fille, âgée de 21 ans, au département de police de Santa Monica. Les enquêteurs vérifièrent que Christina n'avait pas été impliquée dans un accident de la route ces jours-là, mais ne trouvèrent aucune trace. Les voisines n'avaient rien entendu d'inhabituel depuis sa disparition. La police s'adressa alors à son ex-petit ami, Todd, avec qui elle avait eu une relation tumultueuse, parfois difficile. On envisagea la possibilité qu'il ait pu retrouver Christina et lui faire du mal, mais il nia l'avoir vue. Les voisines n'avaient vu Christina que le 15 février, alors qu'elle s'apprêtait à aller à une fête, sans savoir avec qui ni où. Cette information fut la première piste sérieuse. Les enquêteurs commencèrent à la vérifier. Un nouveau détective fut assigné à l'affaire. En consultant les dossiers, il fut choqué de constater la ressemblance entre Christina et une autre jeune femme disparue en 1995, Linda Stolk, une mannequin débutante. Linda avait été invitée à une séance photo pour un magazine, mais cette séance ne s'était jamais tenue. Elle avait été victime d'un crime terrible, perpétré par le photographe qui l'avait attirée hors de la ville. Cependant, le policier savait que ce meurtrier était alors en prison, donc il ne pouvait être responsable de la disparition de Christina. Il pensa alors à un imitateur, qui aurait pu s'inspirer de ce crime pour agir de la même manière. Les enquêteurs cherchèrent à obtenir des éléments liés à Christina. Sa voiture blanche fut déclarée volée. En parallèle, au cours des échanges avec la mère, ils apprirent davantage sur Todd, l'ex-petit ami, ainsi que sur un nouveau compagnon, Lucas. Mais la mère connaissait très peu ce dernier, pas même son nom de famille, ce qui compliquait les recherches. Plus de 48 heures s'étaient écoulées, une période critique dans les recherches de personnes disparues. La police craignait que Christina ne soit plus en vie. Ils examinèrent les données de son téléphone portable. Le dernier appel émis depuis son téléphone avait été passé à 17h34, le 15 février, vers un service d'information téléphonique. Cela pouvait indiquer qu'elle était en difficulté, cherchant à obtenir une adresse ou un numéro. La conversation dura environ 3 minutes, ce qui suggérait qu'elle était importante pour l'enquête. Malheureusement, le contenu exact de l'appel ne put être récupéré, car ces appels n'étaient pas enregistrés. Après cet appel, le téléphone s'éteignit, et sa dernière localisation fut enregistrée près du boulevard Ventura. La police fit appel aux médias pour relayer l'affaire. Rapidement, les titres évoquèrent la disparition de Christina, en faisant un parallèle avec le meurtre de Linda. Les enquêteurs fouillèrent l'appartement de Christina à la recherche d'indices. Ils trouvèrent un ticket de caisse d'un magasin de lingerie datant du 15 février, jour de sa disparition. Ils découvrirent aussi que Christina continuait à communiquer avec son ex-petite amie malgré son comportement difficile. Elle lui rendait parfois visite, son dernier passage chez lui remontant au 7 février. La première véritable piste fut trouvée en consultant ses courriels. Le 13 février, Christina avait envoyé un message au coordinateur de la fête, exprimant son impatience et son intention d'acheter un billet. On lui avait répondu que tous les places étaient vendues, mais qu'elle figurait sur une liste d'attente. Cette pratique est courante lorsque les organisateurs souhaitent vendre des billets à un prix plus élevé. La police retrouva Lucas, le nouveau compagnon de Christina, et l'interrogea. Il déclara l'avoir vue pour la dernière fois le 14 février, la veille de sa disparition. Ils avaient passé la soirée ensemble à regarder un film, puis s'étaient quittés. Lucas réussit un test au détecteur de mensonges, avait un alibi solide et ne suscita aucun soupçon. Les enquêteurs rencontrèrent aussi Todd, l'ex-petit ami, qui disposait lui aussi d'un alibi confirmé par plusieurs témoins. Parmi toutes les hypothèses, la police s'intéressait surtout à la fête à laquelle Christina devait se rendre et d'où elle ne revint jamais. Ils pensaient que la clé de l'affaire se trouvait là. Ils contactèrent les organisateurs de l'événement et furent surpris d'apprendre que Christina n'avait pas acheté de billets et n'était pas venue à la fête. Alors, où avait-elle pu disparaître ? Pour reconstituer la chronologie de cette soirée fatidique, la police examina les transactions effectuées avec la carte bancaire de Christina. Ils identifièrent tous les magasins visités ce jour-là et cherchèrent des images de vidéosurveillance pouvant contenir des indices. Cette vérification prit du temps. Pendant ce temps, la police reçut un appel inquiétant.
Une femme nommée Suzanne Murphy raconta sa rencontre dans un magasin avec un homme suspect, Victor Thomas. Il se présentait comme un représentant d'une société de production cinématographique organisant un casting pour un nouveau film de James Bond. Il avait insisté pour la convaincre de participer, admirant sa beauté, mais elle avait trouvé son comportement étrange et avait réussi à refuser. Pour sa sécurité, son mari, ancien policier, l'accompagna à une rencontre avec Victor. Il essaya d'obtenir des informations sur ses intentions, mais l'homme disparut sans donner de réponse. Suzanne vérifia ses données et découvrit que Victor Thomas n'avait aucun lien avec le cinéma et qu'il n'existait même pas sous ce nom. Il est probable que cet homme ait inventé ces informations, tout comme l'assassin de Linda Sobik, dans le but de rencontrer une jolie jeune femme. Cependant, ses véritables intentions restent inconnues. Bien que l'histoire de Suzanne se soit bien terminée, Victor était toujours en liberté et pouvait continuer ses activités douteuses. Il était donc urgent de vérifier ces informations et de retrouver Victor, qui pourrait avoir de mauvaises intentions. Les enquêteurs ont examiné tous les magasins où Christine faisait ses achats le jour de sa disparition. Ils ont consulté les enregistrements des caméras de surveillance, mais n'ont rien trouvé d'intéressant. Ils ont alors décidé de se rendre dans ces magasins pour interroger le personnel. En parlant avec les vendeurs, la police a donné la description de Victor, qui importunait des jeunes femmes. Dans l'un des commerces, une vendeuse a affirmé avoir vu un homme ressemblant à cette description, mais elle n'a pas pu fournir d'indications précises. Un artiste a été appelé pour réaliser un portrait robot du suspect. La recherche de Christine s'intensifiait. La police a envoyé des chiens et des volontaires dans le quartier où elle avait donné signe de vie pour la dernière fois et avait appelé un service d'assistance. Les patrouilles et les bénévoles cherchaient la voiture et la jeune femme. De nombreux signalements de véhicules similaires ont été reçus, mais tous se sont révélés être des fausses pistes. Le 24 février, un appel important est enfin parvenu à la police. Sur un parking proche du centre commercial où Christine faisait ses courses, on a retrouvé sa voiture, une Mazda Miata blanche. Un expert en criminalistique est venu effectuer un examen minutieux, recueillant les empreintes digitales et toutes les preuves possibles à l'intérieur du véhicule. À l'arrière, une bouteille d'eau a été trouvée, ainsi qu'un téléphone portable sur le siège avant. La police a été surprise par le témoignage du gardien du parking. Il se souvenait d'un petit incident lié à cette voiture. Le véhicule est arrivé à 17h45, mais la place était réservée pour un autre client. Un homme est sorti de la voiture et, apprenant cela, s'est montré agressif. En réponse à l'avertissement du gardien, il a simplement lancé les clés du véhicule avant de partir sans donner d'explication. La voiture était vide. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra de surveillance sur ce parking, ce qui empêchait d'identifier le conducteur. Il n'y avait aucune piste et les enquêteurs ont dû revenir à l'analyse des achats de la jeune femme ce jour-là. Ils ont été stupéfaits. Le jour de sa disparition, Christine avait acheté une tenue correspondant exactement à celle que Victor avait demandé à Suzanne d'acheter lorsqu'il l'avait invitée à un casting. Victor avait demandé à Suzanne d'acheter une mini-jupe noire très courte, une chemise blanche, des bas et des chaussures. Tous ces articles avaient été payés avec la carte bancaire de Christine. La police ne croyait pas à une simple coïncidence. Il était probable qu'elle ait été piégée par un escroc, dont les intentions restaient obscures, tout comme pour Suzanne, heureusement accompagnée de son mari. Mais Victoria n'avait aucune information sur Victor, et les enquêteurs ne savaient pas comment le retrouver. Les policiers ont de nouveau interrogé les jeunes femmes qui vivaient avec Christine. Elles ont confirmé que Christine se préparait bien pour un casting, mais ne se souvenait pas des détails. En discutant, elles ont rappelé que ce casting avait un lien avec James Bond. Elles ont raconté que Christine était très excitée avant cet événement. La tenue dans laquelle elle est partie de chez elle, chemise et mini-jupe, correspondait exactement aux inquiétudes des officiers. Christine craignait d'arriver en retard à l'audition prévue à 17h30. Elle portait la tenue révélatrice que lui avait demandé de mettre l'agresseur de Suzanne, et probablement aussi Victor. Les enquêteurs ont continué à revoir les vidéos de surveillance pour retrouver Victor, ce qu'ils ont finalement réussi à faire. Dans le magasin où les employés s'étaient souvenus de lui, la qualité des images était trop mauvaise pour distinguer clairement les traits du visage.
Mais cette piste était importante. Grâce aux témoignages, les enquêteurs ont pu reconstituer l'apparence présumée du suspect. Le 26 février, un portrait robot du principal suspect dans la disparition de la jeune femme a été réalisé. Un détective expérimenté qui avait étudié le dossier a reconnu en lui Victor Poliologus, récemment libéré sous condition le 20 janvier 2003. Il avait été condamné auparavant pour des faits à caractère sexuel. Dans son passé criminel tumultueux, il y avait un épisode similaire. Il avait attiré une femme nommée Christine Kludza dans son appartement en lui promettant une fête avec de nombreuses célébrités. Quand elle est arrivée, l'endroit était calme et vide. Il a commencé à la harceler. Lorsqu'elle a résisté, il l'a agressée en utilisant une corde pour la maîtriser, puis a tenté de la retenir pour commettre un acte grave. Mais la victime a trouvé la force de s'échapper, a couru et a demandé de l'aide aux voisins. Victor utilisait toujours le même stratagème. Il attirait ses victimes avec la promesse d'un casting ou d'une fête. C'était sa méthode habituelle. Près de l'Allée des Étoiles, cela fonctionnait parfaitement. De nombreuses jeunes femmes venaient à Los Angeles en quête de leurs rêves hollywoodiens, et les malfaiteurs profitaient de cette vulnérabilité. La première fois, il avait écopé d'une peine avec sursis pour une agression. Ensuite, en 1998, il avait tenté d'agresser Katie Divona en se faisant passer pour un producteur de cinéma nommé Brian. Pour cette attaque, il avait reçu une peine très légère. On pense aussi qu'il avait détourné des fonds dans une entreprise où il avait travaillé. De plus, de nombreuses autres femmes ont été identifiées comme victimes potentielles, mais leurs plaintes n'ont pas abouti, faute de preuves. Une fois, il a attaqué une ancienne petite amie en s'introduisant chez elle. Ce fut une autre tentative ratée, mais il a volé de l'argent et des bijoux. Même cette infraction lui a valu seulement une peine avec sursis. Plus tard, il a piégé une jeune femme nommée Heather. Comme pour les autres, il lui avait demandé de s'habiller d'une manière qui semblait le fasciner. Il a essayé de la retenir et de commettre un acte grave, mais la jeune femme a réussi à se libérer miraculeusement. Elle l'a repoussé avec un accessoire pointu de sa chaussure, ce qui lui a donné quelques secondes pour s'enfuir jusqu'à sa voiture. Elle a porté plainte contre lui pour cette agression. Victor a été condamné à 2 ans de prison. Mais le 20 janvier 2003, il a été libéré sous condition. C'était à peine 3 semaines avant la disparition de Christine. Il s'est remis à ses mauvaises habitudes dès sa sortie. Au moment où la police a commencé à le rechercher, il était déjà en détention. Cette fois, il avait volé un BMW X5 à Beverly Hills et tenté de le vendre avec de faux papiers. Lors de son arrestation pour ce vol, on a trouvé sur lui un portefeuille contenant de nombreux documents d'identité, cartes de crédit et autres papiers volés. Victor correspondait au profil du suspect dans l'affaire de la disparition de Christine et agissait selon la même méthode. Tout concordait. La police a donc montré à Suzanne une photo de Victor, qu'elle avait réussi à identifier grâce à l'aide de son mari lors de l'agression dont elle avait été victime. Au commissariat, la jeune femme a immédiatement reconnu sa photo parmi d'autres. Lors de l'identification, elle a confirmé qu'elle avait tout de suite reconnu Victor, même s'il avait tenté de modifier son apparence. Il était un peu voûté, avait une main plus longue que l'autre et avait coiffé ses cheveux différemment, mais la supercherie a été démasquée. Une vérification distincte a confirmé que le mari de Suzanne, qui avait tenté d'arrêter l'agresseur, l'avait également reconnu. Malheureusement, le gardien du parking où la voiture de la disparue avait été retrouvée n'a pas pu identifier l'homme. Il l'avait vu de loin, rapidement, dans l'obscurité, et n'avait pas pu distinguer son visage. À ce moment-là, Victor était en prison. Cependant, le jour de la disparition de Christine, il était en liberté. Malgré tout, il niait toute implication dans cette affaire. Victor niait toute implication dans la disparition de Christine et affirmait ne pas avoir eu de contact avec Suzanne, malgré toutes les preuves contraires. Il refusa de parler aux enquêteurs sans la présence d'un avocat, expliquant qu'il venait d'être libéré sous condition et craignait d'être piégé. Les policiers poursuivaient donc la collecte de preuves contre lui. Peu après, un nouveau témoin fit son apparition. C'était un agent immobilier qui avait travaillé avec Victor ces dernières semaines et trouvait son comportement étrange. Victor cherchait une maison d'une valeur maximale de 700 000 $. Il visitait plusieurs biens chaque jour.
Cela dura jusqu'à ce que l'on signale la disparition des documents et des clés d'une de ces maisons. À ce moment-là, l'agent immobilier ne soupçonnait pas que son client pouvait être le voleur. Mais lorsqu'il vit la photo de Victor dans le bulletin de la police, tout s'éclaircit. Le témoin reconnut également le suspect. Selon lui, il s'était vu pour la dernière fois la veille de la disparition de Christine. Ce jour-là, Victor était nerveux. Dans l'une des maisons visitées, il s'était enfermé aux toilettes et criait, semblant tester l'isolation phonique. Les policiers supposèrent qu'il cherchait un endroit bien isolé pour commettre un méfait. Ils examinèrent minutieusement chaque maison visitée par Victor, en commençant par celle qui avait particulièrement attiré son attention. Cette maison se trouvait dans le quartier où le téléphone de la disparue avait été localisé pour la dernière fois, ce qui était suspect. Les enquêteurs cherchaient des traces, des indices, peut-être même le corps de Christine, mais ne trouvèrent rien. Pendant ce temps, des perquisitions étaient menées dans l'appartement de Victor. Sur son ordinateur furent découvertes des photos de femmes habillées dans son style préféré, mini-jupe, chemise blanche, bas et escarpins à talons aiguilles. À ce stade, l'enquête durait déjà 12 jours, mais la famille de la disparue gardait espoir qu'elle rentrerait vivante. Victor continuait à nier toute implication et se montrait peu coopératif. Il admit seulement avoir vu Christine, qui était ensuite partie et qu'il ne l'avait plus revue. Victor Poliologus était né en 1962 en Pennsylvanie, dans une famille ordinaire. Il était le plus jeune de 5 frères. Après avoir obtenu son baccalauréat, il partit à Los Angeles pour poursuivre des études supérieures. Il fut marié de 1990 à 1993. Il existe des raisons de penser qu'en 1991, il aurait tenté de nuire à son épouse, qu'il avait alors dénoncée. Ses projets de création d'un restaurant avaient échoué. Se dessinait le portrait d'un homme amer, rongé par la rancune, qui avait basculé dans la délinquance. Son attirance pour les femmes séduisantes l'aurait poussé à franchir une limite dangereuse, le conduisant à des actes agressifs. Concernant la soirée de la disparition de Christine, Victor et son avocat présentèrent un alibi. Il dînait avec un ami dans un restaurant. Cette information fut confirmée. Mais la police savait qu'il avait malgré tout eu le temps de commettre un nouveau méfait et d'enlever sa victime. Le 1er mars, un nouvel appel à la police vint d'un témoin. Il affirmait avoir vu Christine le 15 février. Elle se serait arrêtée près de sa maison, cherchant un manoir ressemblant à un château. Lui-même ignorait où se trouvait ce lieu, mais son épouse, ayant entendu la conversation, lui indiqua la direction. Cela se passa vers 17h30. Il devint clair que cet appel était une tentative de trouver un chemin. La jeune femme cherchait une maison ressemblant à un château et avait appelé un service d'information. Ce détail, associé au fait que Victor avait testé l'isolation phonique dans une maison similaire, pointait vers lui. Alors que les enquêteurs exploitaient cette piste, un nouvel événement survint. Le 3 mars 2003, 4 adolescents se promenaient dans les collines d'Hollywood, admirant la vue sur Los Angeles. L'un d'eux s'approcha du bord et aperçut, à environ 100 mètres en contrebas, un objet étrange. Ils crurent d'abord à un mannequin. Les jeunes commencèrent à descendre, mais ne purent atteindre l'objet. Ils étaient cependant assez proches pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un corps humain. Ne sachant pas quoi faire, sans téléphone portable, ils décidèrent d'aller prévenir la police. En chemin, ils croisèrent une femme promenant ses chiens. Ils lui racontèrent leur découverte. La femme s'approcha pour vérifier. Elle constata que les pieds de la victime étaient liés et enveloppés dans un tissu bleu. Elle portait un sweat à capuche gris, les mains attachées dans le dos et un élastique à cheveux au poignet droit. Sous la taille, ses bas étaient déchirés. Effrayée, la femme appela la police. Les forces de l'ordre et les secours arrivèrent bientôt sur place. Ils mirent du temps à extraire le corps des collines d'Hollywood. Le meurtrier avait probablement espéré que le corps ne serait jamais retrouvé. Cela aurait pu être le cas sans la curiosité des adolescents qui s'étaient aventurés dans cette zone difficile d'accès. L'expert médico-légal identifia le corps comme étant celui de Christine Johnson. Il fut découvert non loin de la maison qui avait tant intéressé Victor lors de ses visites avec l'agent immobilier. La police informa les parents de Christine qui furent dévastés par la perte. Le corps portait de nombreuses ecchymoses et égratignures.
témoignant d'une lutte désespérée. Son état était dégradé, ayant subi la chaleur pendant plusieurs jours. Un jour de pluie avait aussi contribué à son aspect méconnaissable. Son visage était particulièrement abîmé, la tête inclinée vers le bas. Une oreille avait été arrachée et une grosse ecchymose était visible sur la tête et le cou, conséquence d'un traumatisme crânien et d'une suffocation, cause probable du décès. Plus tard, de nouveaux détails inquiétants émergèrent. Les enquêteurs étaient convaincus que Victor était responsable du meurtre. Il fallait toutefois prouver qu'il n'avait pas d'alibi valable au moment du décès. Pour cela, la police interrogea son ami Joey, avec qui il était censé dîner ce soir-là. Il apparut que ce n'était pas un ami proche, mais plutôt une connaissance. Lors d'un interrogatoire approfondi, il fut révélé que leur rencontre avait eu lieu bien plus tard que l'heure initialement déclarée. Selon cette connaissance, il avait rencontré Victor par hasard la veille du 15 février. Victor était arrivé vers minuit, alors qu'ils avaient prévu de se voir beaucoup plus tôt. Victor portait des égratignures au visage, qu'il expliqua par un accident lors d'un déménagement. La police reconstitua approximativement la chronologie des événements précédant la disparition de Christine Johnson. Selon les enquêteurs, Victor avait repéré sa victime dans un centre commercial qu'il fréquentait souvent. Il avait vu une jeune femme séduisante et décidé d'agir. Comme à son habitude, il se présenta comme un employé de l'industrie cinématographique et proposa à la jeune femme de passer un casting pour un rôle dans un film de James Bond. Il était très convaincant. Agissant selon sa méthode, Victor complimenta la jeune femme et lui expliqua qu'elle correspondait parfaitement au rôle. Séduite par ses paroles et ses ambitions, elle crut à ses promesses et ne put refuser. Victor fixa un rendez-vous dans l'une des maisons qu'il avait visitées avec l'agent immobilier, prétendant qu'un casting s'y déroulait. Christine, soupçonnant le piège, se prépara soigneusement pour le casting, portant la tenue demandée par Victor. Elle arriva légèrement en retard, s'étant un peu perdue et ayant dû demander son chemin. C'est ainsi qu'elle tomba dans un piège fatal. Lors de la rencontre, elle fut victime de gestes déplacés, mais elle résista avec détermination, griffant le visage de son agresseur. Elle n'avait plus d'issue. L'homme était plus fort malgré tout. Victor l'a maîtrisée, l'a agressée et l'a tuée pour qu'elle ne puisse pas porter plainte contre lui. D'abord, il l'a frappée à la tête, puis l'a étranglée. Ensuite, il a abandonné son corps dans les collines de Hollywood. Le plus terrible, c'est que le traumatisme crânien et l'étranglement n'ont pas causé sa mort immédiate. Elle avait simplement perdu connaissance et le coupable a cru qu'elle était morte. Lorsqu'il a laissé tomber son corps sur les rochers, elle est tombée d'une hauteur considérable et a subi encore plus de blessures. C'est alors qu'elle a repris conscience. Christine est morte lentement et douloureusement à cet endroit, sans jamais recevoir d'aide. Elle est finalement décédée plusieurs jours plus tard, le 12 mai 2003. Le procureur du district a porté des accusations contre Victor, notamment pour enlèvement, agression sexuelle et meurtre au premier degré. Mais la défense était prête à tout pour protéger son client, car il n'y avait pas de preuves directes contre lui. L'accusation a donc dû mener une bataille difficile. Les experts en criminalistique ont avancé des arguments solides, tandis que la défense contestait l'heure du décès en se basant sur les insectes trouvés sur le corps. On a aussi présenté toutes les similitudes avec les victimes précédentes et les agressions attribuées au même auteur. Ces cas étaient tellement identiques qu'il était indispensable de les examiner en détail devant le tribunal. La préparation du procès a pris du temps et Victor Podiologus n'a comparu devant la justice qu'en juillet 2006. La défense a insisté sur le fait que le ministère public ne disposait pratiquement d'aucune preuve matérielle. Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas d'enregistrement vidéo reliant Victor à la victime. Cela s'expliquait par le fait que le corps avait été retrouvé 2 semaines après la disparition et qu'il était alors trop décomposé pour recueillir des indices. Cependant, lorsque tous les témoins qui accusaient Victor de harcèlement sont intervenus au procès, la balance a penché en faveur de l'accusation. Elles ont toutes décrit à quel point cet homme était un manipulateur expérimenté. Il était si convaincant que même les plus méfiantes, comme Christine Suzanne, lui avaient fait confiance au début et accepté de participer à un casting sans se douter de ce qui les attendait. Il ne semblait plus y avoir de doute.
c'était bien sa marque de fabrique, et lui seul pouvait être responsable de la mort de Christine. Le condamné a alors utilisé son dernier atout pour éviter la peine capitale. Il a proposé un accord avec l'accusation, reconnaissant sa culpabilité pour un crime moins grave. Il ne restait plus qu'à la famille de la victime d'accepter cette proposition. À ce moment-là, le procès durait déjà depuis 3 semaines, sans avancée significative, et son issue était incertaine. Après tout ce qu'ils avaient traversé, la famille de la défunte était prête à faire des concessions pour obtenir justice. Mais le jour du verdict, Victor a déposé une requête de 11 pages, demandant au juge de retirer sa déclaration de culpabilité. Heureusement pour tous, il était trop tard pour annuler cette décision. Victor Poliologus a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui et condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Vous avez regardé la chaîne Vérité Sombre. Merci d'avoir regardé et bonne journée.